2 décembre 2023. Salut les amis, on se retrouve donc pour une petite mise à jour de la situation dans et autour de l'Ukraine, comme la formule consacrée le dit. Alors, bon, on va commencer directement, hein, on va pas traîner. Bon, sur le terrain, alors voilà, il est temps d'en parler, parce que dans les médias maintenant, on n'en parle plus. D'autres actualités ont pris le devant de la scène et l'Ukraine est devenue quelque chose de très secondaire, à part sur LCU, évidemment, la chaîne ukrainienne, qui continue quand même s'ils en parlent moins quand même. Et puis d'une autre façon, hein, ils ont changé de ton. Bref, on revient la situation sur le terrain. Alors la situation sur le terrain, on est toujours dans la même situation hein, de stagnation des lignes de front, avec bon, quelques petits gains territoriaux parfois pour les Russes, aucun pour les Ukrainiens. Hein, bon, à part le village, alors le célèbre village, le tristement célèbre village, ce qu'il en reste de Rabotino, hein, que les Ukrainiens ont déclaré avoir pris un nombre considérable de fois depuis le début de la grande contre-offensive. Donc bon, récemment, ils auraient annoncé à nouveau occuper le fameux village en ruine, totalement désert, Rabotino. Bon, voilà, on a les victoires qu'on peut. En attendant, voilà, le front stagne, mais comme j'en ai parlé, et comme depuis d'ailleurs, vous avez pu le voir sur toutes les chaînes qui se consacrent à ce conflit, sur YouTube, ou alors même les médias mainstream, hein, les médias de grand chemin, pour parler français. Bon, oui, on reconnaît que l'Ukraine est en grande difficulté par manque d'hommes, manque de matériel, manque de munitions aussi. Hein. Tout manque hein, en réalité. Tout manque aux Ukrainiens et donc bon, voilà, la situation est très très difficile. Alors par exemple au niveau du matériel, on nous a fait tout un grand pataquès avec les fameux chars. Léopard, les Abrams américains, les fameux Challenger 2 britanniques. Hein, hein, c'est des chars absolument fabuleux, bon, qui devaient changer le cours de la guerre et donner la victoire, évidemment, aux troupes de, de, de Cœur de Lion Zelensky. Hein, voilà. Mais ça s'est pas vraiment passé comme ça pour l'instant. Alors on va faire un petit point. Voilà. Alors les Allemands, on réussit à dégoter, parce que bon, évidemment, après les pertes quand même subies par les Ukrainiens au niveau des chars Léopard, alors, il faut les reconstituer. Alors les Allemands viennent de dégoter en Suisse 25, un lot de 25 Léopard 2 usagés, bon, en mauvais état, hein, mais que la Suisse a bien voulu le céder. Vous savez que la Suisse ne fournit pas conformément à sa traditionnelle politique de neutralité, bon, qui n'est plus vraiment réelle aujourd'hui, hein, on peut le voir, hein, en particulier sur ce conflit, mais quand même, bon, voilà, ils refusent donc de livrer leurs armes directement à un des belligérants. Donc, bon, voilà, on les livre aux Allemands. Bon, les Allemands, c'est les chars qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, donc bon, ils les récupèrent, ils vont les réparer. Et en fait, le but, c'est de les réparer pour pouvoir les remettre en service dans l'armée allemande et ainsi dégager 25 nouveaux Léopard 2 en bon état de l'armée allemande pour les donner au régime de Kiev. Bon, voilà où on en est. Alors bon, ces 25 chars Léopard vont pas changer le cours de la guerre hein, non plus. Comme on le sait tous. Alors, sinon, il y a les Britanniques, ils avaient, bon, on sait que un char Challenger 2 britannique a été détruit par les Russes, par un missile Lancet, un missile anti-char Lancet russe, un drone Lancet plutôt, un missile. Un drone Lancet russe. Hein. Donc, bon, on sait, il y en avait 14, hein, les Anglais avaient réussi royalement à en trouver 14 pour les envoyer donc à l'armée de Zelensky. Et donc, bon, bah, sur les 14, il en reste 13. Hein. Bon, mais les Anglais sont pas chauds pour que les 13 qui restent soient engagés directement sur le front. Alors, on sait pas trop où ils sont, on les voit pas. Hein. On les voit pas.
depuis donc la destruction de celui donc, dont je parlais, on les a plus vus, hein, on les a plus vus, les autres, les 13 autres. Alors bon, d'après ce qu'on sait, d'après les infos qu'on peut avoir, les Anglais ne veulent pas qu'ils soient engagés en première ligne, leur Challenger 2, parce que ils ont un blindage particulier. Alors bon, j'en avais parlé il y a longtemps, il y a plus d'un an déjà dans une vidéo, vous avez expliqué le problème de ces blindages ultra secrets des Challenger 2 britanniques. Et donc pour ces blindages ultra secrets, dont on dit qu'ils sont à base d'uranium appauvri, bon, voilà, qui procurent donc à ces Challenger 2 une résistance exceptionnelle. Bon, elle n'a pas résisté, celui qui a été détruit n'a pas résisté quand même, malgré tout, à un Lancet russe, mais bon. Et c'est particulièrement secret. Alors c'est secret, il ne faut pas du tout que soit révélé ce secret. Donc voilà, on avait fourni à l'armée ukrainienne des grues pour, au cas où un char soit inactivé pendant un combat, ne pas l'abandonner sur le terrain pour pas qu'il soit pris par les Russes, pour pouvoir étudier son blindage. Donc on doit faire suivre l'offensive des chars Challenger 2 par du matériel de levage et de transport pour pouvoir extraire le Challenger 2, qui est un char très lourd, hein, donc il faut du matériel, pour pouvoir l'extraire et le ramener en arrière pour pas que les Russes s'en emparent. En cas où ils puissent pas revenir par ses propres moyens, hein, une panne ou voilà, endommagé par les combats. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors donc du coup, bon, on les voit plus. Hein, alors il y a les Abrams américains. Alors là, il y en aurait 31. Alors on les a pratiquement pas vus. On les voit pas trop non plus. On sait pas trop où ils sont. On sait, il y en a un peu par-ci par-là. On en a vu un ou deux du côté de Kupiansk, du côté de Bakhmut aussi, mais jamais. Voilà. Bon, alors. A priori, pas de nouveaux Abrams qui sont censés être envoyés. Alors bon, les Ukrainiens, a priori, ne s'en servent pas beaucoup parce que ces chars Abrams ne sont pas du tout faits pour cette guerre. Ils se plaignent hein, que donc les chars Abrams. Alors attendez, ouais, alors les chars Abrams auraient un gros défaut, c'est leur entretien. Alors, et au niveau de l'entretien, ils sont extrêmement complexes et extrêmement coûteux à entretenir. On doit changer les filtres du moteur du char Abrams tous les jours, 2 fois par jour même, si on s'en sert. Hein. On doit changer les filtres à air, en permanence, en permanence. Et ça, c'est un problème de maintenance qui est quasiment insoluble pour les Ukrainiens. Et donc sinon le moteur casse. Hein. Si vous ne changez pas régulièrement le moteur casse. Et voilà. Et votre char Abrams, fabuleux char Abrams, c'est bon, consommation aussi. Consommation. Le char Abrams, ça marche au kérosène, hein, comme les avions. Donc déjà, c'est un carburant qui est quand même moins facile d'accès que le diesel. Hein, bon. Alors, voilà, donc il faut du kérosène, des quantités. C'est un char qui est extrêmement lourd, avec donc un moteur énorme, une puissance énorme, dont il faut changer les filtres tout le temps, et qui consomme des quantités de kérosène faramineuses, donc qui coûte très très cher à faire opérer. Donc bon, apparemment, moi, je pense que c'est bien la raison principale du fait qu'on les voit quasiment pas sur le front. Alors sinon, bon bah et voilà, comme je vous l'ai dit, la situation bouge peu. Bon, les Russes ont pris Kromova, qui est près de Bakhmut, c'est une ville quand même, une petite ville de 1000 habitants. C'est pas un village désert, c'est pas Rabotino, hein. C'est vraiment quand même 1000 habitants. Hein. C'est important et puis c'est un village stratégiquement qui se situe donc sur une hauteur hein, à l'extérieur de Bakhmut. Et donc, bon, voilà, les Ukrainiens essayent de nier le fait que ce village de Kromova a été pris par les Russes, mais d'après toutes les sources, ça semblerait confirmé. Et actuellement, les Russes poussent vers l'ouest, donc, euh, vers un autre village qui s'appelle Bogdanovka. Village, petite ville. Voilà, alors bon, comme je vous l'ai dit, les Ukrainiens sont en grande difficulté au niveau des effectifs,
au niveau du matériel et au niveau des munitions. Et donc, le but, alors, Zelensky a fait la tournée du front, est allé voir un peu les généraux, et puis pour essayer pour mettre en route la nouvelle tactique des Ukrainiens qui est la tactique défensive. Les Ukrainiens se rendent compte qu'ils ne peuvent plus attaquer, lancer des grandes offensives comme la fameuse qui a été lancée en juin et qui continue. Hein. Officiellement, elle n'est toujours pas finie. Hein, la grande contre-offensive printemps, mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, voilà, qui devait durer 6 jours, donc qui s'éternise depuis 6 mois. Bon, elle n'est toujours pas officiellement finie. Bon, mais en attendant, Zelensky a bien fait comprendre qu'on allait se passer en mode défense. Alors, on va construire des fortifications tout le long de la ligne de front, construire des fortifications à la frontière biélorusse, voilà, construire une défense. Voilà. Bon, ça semblerait que les Ukrainiens aient renoncé à leur velléité de reprise rapide de, de la Novorossia et de la Crimée. Mais pour l'instant, sans le dire. Sans le dire. C'est uniquement. Voilà. C'est temporaire, on va passer en mode défense. Alors bon, pour cela, bon, bah, ils ont un manque de matériel. Ils ne peuvent pas produire du matériel. Ils sont obligés de l'importer du bloc otanien. Donc ils sont dépendants de la bonne volonté des Américains en réalité pour leur fournir du matériel. Les Américains tirent un peu plus tirent un peu la patte. Hein, voilà, les élections approchent. Voilà, vous connaissez l'histoire. Les républicains ne sont pas très chauds pour la guerre en Ukraine, ne sont pas très chauds pour dépenser des milliards encore dans ce conflit perdu d'avance. Donc voilà, alors la seule chose qui leur reste, qu'ils peuvent encore produire en quantité, c'est les drones FPV. Ces petits drones, voilà. Mais alors, les drones FPV, ça peut pas transporter des bombes d'une telle puissance de destruction qu'un obus, hein, ou que des missiles, encore moins. C'est pas très puissant au niveau du transport d'explosifs. C'est pas. Et en plus, bon, les drones FPV, c'est soumis au brouillage de la guerre électronique des Russes. Et on sait que les Russes sont très bien adaptés à cette guerre, à laquelle ils n'étaient pas vraiment préparés au départ, mais ils sont rapidement adaptés, et que maintenant ils ont des systèmes de brouillage quand même très efficaces qui mettent à mal quand même l'efficacité de ces drones FPV dont disposent les Ukrainiens en grande quantité encore. Hein, parce qu'ils peuvent les produire dans des usines. Probablement dans des usines quelque part sur le territoire ukrainien, cachées, souterraines sans doute. Et ils arrivent quand même à en produire encore beaucoup. Et c'est en fait, c'est la seule arme dont ils disposent qui peut encore faire quelques dommages aux Russes. Sinon, au niveau artillerie, c'est vraiment les obus devenus, voilà, sont devenus très rares et ils sont quand même obligés de faire beaucoup d'économies. Alors bon, bah, voilà, et en plus, bon voilà, donc, le brouillage électronique des Russes pose des problèmes. Alors eux aussi voudraient pouvoir euh, faire du brouillage électronique sur les drones russes, mais pour cela ils ont besoin des systèmes de brouillage des Américains. Mais les Américains renaclent à donner leur système de brouillage parce qu'ils ont peur, encore une fois, que ces systèmes soient récupérés par les Russes pour les étudier et pour pouvoir les déjouer après. Donc les Américains ne veulent pas trop que leur système de brouillage soit engagé sur le front, là où ils pourraient éventuellement tomber dans des mains ennemies de l'OTAN. Donc voilà où on en est. Alors, bon, bah, sinon, au niveau des effectifs des Russes, d'après les estimations fournies par les Ukrainiens eux-mêmes, il y aurait 400 000 troupes russes dans la zone occupée, dans la zone donc de l'ancienne Ukraine, aujourd'hui occupée par la Russie. 400 000. Bon, ça ne veut pas dire 400 000 directement sur la ligne de front, mais donc probablement les 2 tiers, voire la moitié, serait en arrière de la ligne de front, et 150 000, voire un peu plus, seraient directement sur la ligne de front.
Mais on sait que ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a aussi au moins autant, 400 000 autres soldats russes qui sont en Russie, proches de la frontière ukrainienne et proches des- des lignes de front, mais en Russie, et qui sont prêtes à avancer à nouveau. Il est évident que après toutes les pertes qui ont été subies par les Ukrainiens, l'avantage numérique est passé de l'autre côté. Hein. Pendant toute une partie, donc pendant toute la première année de l'opération militaire spéciale, les Ukrainiens avaient au moins cet avantage d'être largement supérieurs en nombre, puisque les Russes avaient engagé, bon après avaient engagé des troupes assez limitées. Bon, après il y a eu la mobilisation des réservistes qui a été opérée, qui a changé le rapport de force, qui a rééquilibré le rapport de force, suite donc, aux prises, voilà, glorieuses prises donc, de Kherson hein, et de Kharkov, hein, de la région de Kharkov, ah, et bien sûr, après le siège de Kiev, hein, le fameux siège de Kiev qui n'a jamais existé, mais qui fait partie de la narrative ukrainienne, hein, donc les grandes victoires de l'Ukraine, hein, le siège de Kiev, alors, gagné par l'Ukraine, c'est très bien qu'il n'y a jamais eu de siège de Kiev. Et puis bon, voilà, les deux spectaculaires reculs des Russes à Kherson et à Kharkov, bon, on sait très bien que c'est des victoires qui ont été acquises sans combattre. Hein. Les Russes se sont repliés sur une ligne de front plus confortable pour eux, en subissant de faibles pertes. On laissé les Ukrainiens avancer donc, sur le territoire qu'ils avaient laissé libre, et après ils les ont bombardés à l'aide de leur puissante artillerie. Donc bon, le gain pour les Ukrainiens est territorial, mais au niveau stratégico-militaire, c'est pas... Enfin, au niveau médiatique, au niveau d'un message, de la guerre de communication, ça a été quand même un très gros coup pour les Ukrainiens qui ont pu se targuer de ces grandes victoires, et les Russes ont été obligés de faire du contre-feu, la population russe n'a pas très bien compris, etc. Donc, bon, c'était... Bon, bref, alors du coup, je digresse, hein, voilà, donc suite donc, à l'invasion, suite à, donc, à ces reculs, les Russes ont donc fait la mobilisation des réservistes, hein, de 300 000 réservistes, donc ce qui fait que, voilà, potentiel, et ce ne sont que des réservistes, hein, la mobilisation, il ne peut rien y en avoir d'autre, il n'y en a qu'une, hein, c'est la seule. On sait que les Ukrainiens sont déjà à leur 10e ou 11e, voire plus, mobilisation, et j'en ai parlé dans la précédente vidéo, hein. On mobilise les femmes, maintenant les personnes âgées, on a pu voir des flyers hein, pour mobiliser la population à Kiev, où les personnes représentées apportaient des barbes blanches, un peu comme moi. Donc voilà, les personnes d'un certain âge, comme moi, qu'on essaye de recruter pour les envoyer au front dans le hachoir. Bon. Voilà, bon bah voilà ce qu'on pouvait dire plus ou moins sur le front, hein, donc on va parler un peu du reste. Alors il y a eu donc Boudanov, hein, le fameux Boudanov dont je vous avais déjà plusieurs fois parlé. Alors, sa femme a été empoisonnée. Alors, évidemment, dans nos médias, on a tout de suite accusé les Russes, ce qui est pourquoi pas impossible à mon avis, ça pourrait être le cas si c'était bon bah un échec, ça serait un échec des Russes. Les Russes n'ont aucun intérêt à empoisonner ou à tuer la femme de Boudanov. Hein. Mais par contre, Boudanov lui-même, oui, parce que Boudanov, il est responsable, donc c'est le chef hein, des services de renseignement ukrainiens. Boudanov, et donc, bon, bah, il est particulièrement haineux envers les Russes. Il a organisé des attentats, donc l'assassinat de la fille du philosophe Douguin, hein, Daria Douguin, l'assassinat aussi d'un blogueur à Saint-Pétersbourg, etc. On sait que c'est les services de Boudanov et Boudanov lui-même qui sont derrière ces actes terroristes hein, contre des civils, et pas contre des militaires. Donc c'est pour ça que je parle d'actes terroristes. Hein. Évidemment, sinon, on parlait d'actes de guerre si on s'attaque à des militaires. Mais là, la fille de Douguin, c'est pas un militaire, hein, c'était une journaliste. Hein, donc voilà. Ainsi que le blogueur à Kiev, etc. Bon, voilà, et d'autres, hein, d'autres exemples. On sait très bien que Boudanov, voilà,
n'est pas dans les petits papiers, en odeur de sainteté au Kremlin. Donc, bon, bah, pourquoi pas avoir essayé de dégager Boudanov, mais et peut-être avoir raté son coup, et donc et que ce soit la femme de Boudanov qui, malheureusement, mangeait donc le repas empoisonné. Bon, bah, pourquoi pas, mais j'y n'y crois pas trop. Je pense que c'est plutôt un coup interne, hein. Il y a actuellement des grosses dissensions internes, j'en ai parlé précédemment, entre les clans, entre les différents clans, Zelensky, Zalouzny, Arestovitch, Boudanov, etc. Bon, voilà. Et on ne sait pas qui a fait le coup. Bon, une fois de plus, on passe à autre chose. Alors, par Arestovitch, donc j'en parlais là, Arestovitch, donc il a donné une interview. Alors c'est très intéressant, hein, parce que Arestovitch, donc l'ancien conseiller spécial de Zelensky, hein, son plus proche conseiller, son ex plus proche conseiller, donc a donné une interview dans un média ukrainien, me semble-t-il, où il parle donc de ce qui s'est passé donc au début de l'opération militaire spéciale, la guerre donc, en Ukraine. Ce n'est pas le début de la guerre, hein, parce qu'elle avait commencé bien avant, on le sait. Mais voilà, bon, alors, ce qui s'est passé donc au niveau des négociations à Istanbul, il a parlé, donc Arestovitch en a parlé, et il a dit que les propositions russes faites par les Russes à Istanbul, pendant les négociations à Istanbul, donc c'était en avril 2022, hein, un mois, un mois et demi après le début de l'opération, les propositions russes, elles étaient très généreuses, selon Arestovitch lui-même, hein, conseiller de Zelensky, hein. Euh, et selon lui, si l'Ukraine avait accepté les conditions, enfin les propositions de la négociation russe, 200 à 300 000 vies d'Ukrainiens auraient pu être sauvées. Toujours selon la déclaration, je cite Arestovitch. Donc on aurait pu éviter la mort de 200 000 à 300 000 Ukrainiens. Et la moitié de l'Ukraine ne serait pas détruite et minée, à ce que dit Arestovitch lui-même. Il dit même que les Russes étaient prêts à des discussions politiques sur la Crimée. Sur la Crimée. Alors, ils étaient prêts à discuter sur des accords politiques sur la Crimée. Vous vous rendez compte, c'est pas rien, parce que la Crimée, c'est quelque chose que les Russes avaient déjà repris en leur possession en 2014 et qui n'avaient pas du tout l'intention de quitter. Et là, ils étaient prêts à reprendre des discussions politiques. Il dit, Arestovitch, nous avions fait, nous les Ukrainiens, nous avions fait des concessions, mais les Russes en avaient fait de plus grandes encore. Ça, je cite Arestovitch. Et selon lui, cette occasion ne se représentera plus et les Russes continueront de pousser toujours plus maintenant. C'est fini, c'est trop tard, et voilà. Bon, voilà. On savait, mais là c'est confirmé vraiment par un proche de Zelensky, enfin un ancien proche de Zelensky. On sait que maintenant ils ne sont plus vraiment amis, mais voilà, qui a donc vécu cela de près. Donc voilà, les Russes avaient été prêts à céder pas mal, à donner beaucoup de concessions, à avoir donc un deal très avantageux pour les Ukrainiens. Voilà, ça a été refusé. Pourquoi? On le sait, hein, sur l'intervention, les Ukrainiens étaient prêts à accepter. Pas fou, hein, évidemment. Mais l'intervention du camp otanien, de Boris Johnson, probablement mandaté par ses maîtres à Washington, les néocons, et donc qui est arrivé. Ça elle a dit non, pas question, vous combattez, nous allons vous fournir des armes, nous allons sanctionner économiquement la Russie, et elle va s'écrouler sous le coup des sanctions économiques de l'Occident, de l'Occident collectif, et vous allez gagner, et vous allez récupérer toute l'Ukraine, etc. Pas de négociation. Voilà, c'est ce qu'il en est arrivé. La Russie, comme bien sûr on pouvait s'en douter, a gagné cette guerre. Elle était déjà sûre de la gagner dès le départ militairement. Dès le départ, même avant de l'avoir engagée, elle avait déjà gagné militairement, mais ce n'était pas encore suffisant. Il fallait aussi la gagner sur un plan économique, et là, ça a été rapidement le cas, hein, puisqu'on a vu que les sanctions économiques n'ont pas du tout eu l'efficacité escomptée par les Occidentaux. Donc
Donc la guerre, elle a été gagnée par les Russes à ce moment-là. Elle a définitivement gagnée par les Russes au moment où les sanctions, les fameuses sanctions, ont échoué. Voilà, donc voilà pour Arestovitch. Alors voilà, alors, bon, sinon, sinon quelques petites infos. Alors voilà, on sait que en Pologne, les routiers bloquent la frontière polonaise avec l'Ukraine. Voilà, la frontière ukrainienne-polonaise depuis un bon moment, pour des raisons, mais puisque la concurrence des routiers ukrainiens leur détruit leur business, donc ils sont pas contents. Maintenant, les Slovaques, les routiers slovaques s'y sont mis aussi, donc bloquent la frontière. Donc pendant ce temps-là, on a la Finlande qui déclare qu'elle veut bloquer, qu'elle va bloquer sa frontière avec la Russie pour protéger, pour se protéger des attaques de Poutine qui enverrait des migrants. Alors, il y aurait eu 1000 migrants qui seraient passés. Bon, comparé à ce qu'on a à Lampedusa ou aux Canaries, c'est pas beaucoup, hein, mais donc des Irakiens. Voilà. Bon, alors, voilà, on refuse l'accès au paradis européen à ces pauvres gens. C'est pas très sympa hein, de la part de l'Union européenne. Hein. Je croyais qu'on devait être accueillant envers les réfugiés, etc. Apparemment, non, c'est pas le cas. C'est pas si vrai que ça en réalité. Donc voilà, bon, alors sinon on a Stoltenberg qui nous a, Stoltenberg, donc le patron, l'actuel patron de l'OTAN, qui nous a fait une déclaration vraiment intéressante, très, très intéressante. Selon lui, la Russie a un énorme stock de missiles pour l'hiver. Ah bon? Il n'y a pas si longtemps, on disait que les Russes étaient complètement à la ramasse, n'avaient plus rien, étaient obligés d'aller chercher des puces dans les machines à laver. Hein. C'est Ursula von der Leyen qui nous avait appris cette incroyable nouvelle. Les Russes étaient obligés d'aller de démonter les machines à laver pour chercher des puces pour mettre dans leurs avions et dans leur matériel, des puces électroniques de machines à laver. Bon, apparemment ils ont un stock de machines à laver énorme. Hein. Donc voilà, bon, un stock de missiles guidés, etc. Pour l'hiver. Bon, bah voilà, Stoltenberg a peur que les Russes s'en servent pour détruire le système électrique, le réseau électrique ukrainien. Et c'est possible que ce soit ce qui risque d'arriver. Voilà, bon, on va terminer par un truc, alors, un truc de dingue. Alors bon, Lavrov, qui était invité, donc le secrétaire le ministre des Affaires étrangères hein, de la Fédération de Russie, qui était invité donc de façon traditionnelle au sommet de l'OSCE qui s'était déroulé en Slovénie à Skopje. Donc il s'est rendu. Alors bon, je vous passe les détails, les Baltes, enfin les délégations baltes, etc., qui ont boycotté le sommet parce que la présence de Lavrov, etc. Bon, voilà, personne n'en a pas grand-chose à faire des Baltes. Hein. Ça changera pas, ça changera pas grand-chose au sommet que les Baltes ou voilà, n'y soient pas. Hein. Ou les Tchèques aussi, je crois, qui ont fait la même démarche. Mais sinon, voilà, il a déclaré que l'organisation, donc l'OSCE, l'organisation donc pour la sécurité et la coopération en Europe, hein, c'est ce que donc désigne cet acronyme, que l'organisation est dans un état, alors ça selon les mots de Lavrov dans son discours, il a déclaré que l'organisation est dans un état déplorable et ses buts ne sont plus clairs, quoi. Ses buts ne sont, on ne connaît plus ses buts hein, de cette organisation, l'OSCE, et non, état déplorable selon lui. Alors, en marge de cette intervention et de ce sommet, il s'est passé quelque chose d'absolument dément, c'est que les Bulgares ont refusé que l'avion qui transportait donc Lavrov et donc sa porte-parole Elena Zakharova, Maria Zakharova, pardon, Maria Zakharova, la porte-parole donc du ministère des Affaires étrangères de Sergei Lavrov, elle est sous sanction. Donc comme elle était dans l'avion, les Bulgares ont dit ah non mais l'avion c'est un avion diplomatique etc. On ne peut pas l'empêcher de survoler notre territoire, puisque l'avion devait survoler la Bulgarie pour aller jusqu'en Slovénie. Hein. Donc on ne peut pas empêcher. Mais vu qu'il y a une personne à l'intérieur de l'avion qui est sous sanction de l'Union européenne, Maria Zakharova,
Donc on peut pas l'accepter. Voilà. Alors, Maria Zakharova, bon, l'avion donc, il a dû être détourner son parcours pour passer au-dessus de la Turquie et de la Grèce pour arriver en Slovénie, en contournant la Bulgarie. Maria Zakharova est furieuse, donc dans une colère incroyable. Elle a déclaré que c'était de la stupidité des russophobes, hein, et de la stupidité maléfique, hein, même, des russophobes, et que ceci était une violation de la convention de l'aviation civile de 1944. En effet, dans cette convention, on peut interdire un vol d'un avion, mais on ne peut pas interdire à une personne de survoler un territoire si elle n'y atterrit pas. C'est contraire à cette convention, donc de la décision des Bulgares. Alors, bon, je dis les Bulgares, vous avez pété un peu les plombs, hein, parce que faire ce genre de provocation contre les Russes, c'est pas vraiment une idée. À mon avis, parce que les Russes peuvent avoir et ils auront de toute façon des réponses proportionnées à ça, hein. Donc préparez-vous à avoir des contre-sanctions des Russes, hein, les Bulgares. Est-ce que vraiment c'est intelligent tout ça pour faire plaisir à Ursula von der Leyen, à la Commission européenne, dans l'espoir d'avoir les faveurs de la Commission bruxelloise? Est-ce que c'est un bon calcul des Bulgares? Moi, je dirais que non. Je ne pense pas que ce soit un très bon calcul de déchaîner la colère de la Russie pour un gain aussi aléatoire. Enfin, verrons bien, hein. Bon, voilà, bon, écoutez, on a déjà dépassé les 30 minutes, hein, on a fait une mise à jour un peu générale, hein, de certains faits, de la situation, de certains faits, surtout dont les médias parlent peu, hein. Les médias français parlent peu, ou pas du tout même, pas du tout, la plupart du temps. Donc c'était bien de faire cette petite mise à jour. Eh bien, écoutez, je vous remercie, les amis. Si vous avez apprécié ce travail et cette petite vidéo, bon, sans prétention, hein, on n'est pas là pour faire, je vous fais pas un journal d'infos. Hein. Enfin, si vous avez apprécié, ben, c'est sympa de cliquer sur les trucs en dessous, d'un petit pouce bleu, voilà. Vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, un petit commentaire, ce sera toujours sympa. Puis si vous voulez m'aider, vous pouvez copier-coller les liens pour Tipeee ou PayPal, m'aider un petit peu financièrement à améliorer un peu ces vidéos, à faire plus. Et c'est grâce à vous, merci à ceux qui m'ont apporté un soutien, un petit soutien financier, des fois même un gros soutien financier, des fois même vraiment, vraiment très, très sympa. Et je vous remercie à tous. Et c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à vous, tous ceux qui m'ont apporté un soutien, que cette vidéo existe. Donc je vous la dédie à vous, à tous ceux qui m'ont apporté un don, quel qu'il soit, ils se reconnaîtront. Et je vous dis bientôt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et bonjour chez vous.